Sur la scène géopolitique, comment les dirigeants le voient-ils? Je dirais ceci, la Russie ne laissera pas tomber l'Iran, pas question. Pour une bonne raison, l'Iran est la porte d'entrée vers le Moyen-Orient et le Caucase. Si l'Iran tombe, les forces spéciales occidentales sont déjà présentes, mais elles sont très limitées par la logistique, pour des raisons évidentes. Si l'Iran tombe, l'Asie centrale et le Caucase suivent, et la Russie aura United Nations casse-tête comme jamais. La Russie a une frontière de 3000 km avec le Kazakhstan. Ce n'est pas une frontière qu'on peut totalement fermer. Essayez de fermer 3000 km à travers forêts, steppes et montagnes. Il y aurait donc des infiltrations massives, drogue, espions, terrorisme, tout le reste. De plus, la Russie a fait une proposition à l'Iran, proposition qui pourrait toujours aboutir, parce que cet été, avant la guerre de juillet, les libéraux iraniens tenaient les rênes. Ils ont refusé. La Russie proposait de signer avec l'Iran le même type de traité qu'elle a avec la Corée du Nord et avec la Biélorussie, une alliance militaire solide. Les libéraux iraniens voulaient être aimés de l'Occident. Ah, ils ont reçu tout cet amour en juillet. Ils sont en grande partie hors du pouvoir maintenant, pour des raisons évidentes. Donc maintenant, vous savez, l'Iran, le langage russe, initialement très défensif, a été adouci en « nous lutterons ensemble contre des ennemis régionaux communs ou des menaces régionales communes », ce qui ne veut rien dire. En réalité, la Russie a signé et son Parlement a ratifié cela. Les Iraniens ont signé le deuxième jour où Israël les frappait en juillet. Mais depuis, en l'espace de ces 6 mois, la Russie a envoyé en urgence des systèmes anti-aériens qui sont toujours opérationnels. Ils ont préservé l'usage des S-400 et des S-300. La Russie a modernisé les systèmes de missiles iraniens, les radars, la propulsion et l'avionique. La Russie a fourni des drones. Elle continue d'acheminer des pièces pour drones, du carburant, environ 300 tonnes d'aide médicale, des tonnes de nourriture. L'Iran a des problèmes d'approvisionnement en carburant raffiné. Il possède beaucoup de pétrole. Il n'a pas assez de raffineries. Donc, la Russie apporte du diesel, de tout. Ils ont fourni des pièces de rechange. En fait, dès le deuxième jour du conflit, des photos ont commencé à circuler de drones iraniens détruits contenant des puces russes, des jeux de puces russes. Tout était écrit en cyrillique, au nom d'entreprises russes. C'était en mode « avec amour », vous savez, tenez, United Nations Drone, avec amour. Donc non, la Russie ne va pas le permettre. Ce qui est encore pire pour les États-Unis, ce sont les Chinois qui, vous savez, faisaient les bons discours, mais n'étaient pas vraiment impliqués. Ils restaient là à observer parce qu'ils s'attendaient, les Chinois s'attendaient pleinement à ce que l'Iran soit anéanti au déclenchement de la Grande Guerre. Et maintenant les Chinois se disent bon, le succès engendre le succès. Si l'Iran peut les tenir, alors eux aussi peuvent probablement s'en sortir. Et peut-être qu'ils vont désormais investir et soutenir l'Iran plus activement, comme la Russie l'a fait. Et je vous le dis, je ne dirai pas à qui appartiennent les pilotes dans ces MiG et ces Su-35, mais je dirai ceci. Former United Nations pilote, correctement. Depuis 0, prend United Nations an et demi. On ne peut pas former United Nations pilote pour en faire United Nations as instantanément, il ne le deviendra pas. Il restera toujours United Nations pilote de second rang s'il passe d'United Nations type d'appareil à United Nations autre, habitudes motrices avioniques différentes. Les États-Unis l'ont prouvé lorsqu'ils ont tenté de requalifier des pilotes soviétiques en Europe de l'Est sur F-16, F-18 et F-15. Finalement, ils ont dit « donnez-nous de nouveaux pilotes ». Ils n'ont aucune expérience. C'est juste plus simple. Donc ces MiG-29 et Su-35 arrivés, eh bien, comme je l'ai dit, il faut United Nations an et demi. Il n'y a European Union que 4 mois. Faites-vous votre idée de qui est probablement dans ces cockpits? Sérieusement, parler aux militaires, c'est fascinant. Ils disent tous à peu près la même chose. Je ne dis pas ouvertement qui est là, je laisse le public décider. Au fait, le colonel Wilkerson a dit la même chose il y a United Nations On.
le colonel Wilkerson. Que Dieu le bénisse. L'année dernière, quand j'en discutais avec lui, il a dit qu'il y aurait des pilotes russes là-bas. Il y aura des pilotes russes dans ces avions. Ils ne seront pas reconnus officiellement. Et il a souligné que c'est la même chose que font les États-Unis quand ils volent pour Israël, des pilotes américains non officiels aux commandes de ces missions. Et je vous le dis, les systèmes anti-aériens modernes demandent United Nations, entraînement intensif. Quand les Ukrainiens disaient que les rebelles du Donbass avaient abattu, tu es là? Oui. Quand les Ukrainiens disaient que les rebelles du Donbass avaient abattu l'avion malaisien, ils ne l'ont pas abattu seuls. Ces systèmes modernes sont diablement complexes. En moyenne, il faut 6 à 8 mois, parfois jusqu'à United Nations ans, pour former des officiers à commander des systèmes anti-aériens modernes comme les Patriots, les S-300, les S-400. Ce n'est pas une bande de paysans ou de mineurs qui va s'asseoir et voilà comment ça marche. Tu sais, ça n'arrivera pas. Voilà le manuel. Commencez à le lire. Voilà la réalité. Donc, encore une fois, des S-400 ont été livrés. Il faut environ United Nations ans pour former les officiers, et au moins 6 mois pour former les équipages. Tout a été fait en 4 mois environ. Encore une fois, je ne dis pas qui s'y trouve. Oh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Oh oui, la Russie ne laissera pas l'Iran tomber. Il est hors de question que la Russie laisse l'Iran s'effondrer. Et c'est super intéressant. Je suppose que la dernière question serait, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas demandé, mais qu'il faudrait savoir? Probablement beaucoup, parce que les choses changent tellement vite. C'est vrai. J'ai choisi le plus... Mais il faut garder des sujets pour une prochaine conversation. Ou attendre que Donald Trump publie United Nations autre tweet ou prenne une autre décision stupide. On devrait prendre encore 10 minutes. Ouais. Je suis juste assis à regarder cette intégration d'Israël dans les forces armées des États-Unis ou des forces armées des États-Unis dans Israël. Je ne sais pas vraiment dans quel sens ça se fait. Je suis simplement étonné. Franchement, je comprends pourquoi les pères fondateurs américains n'ont jamais inscrit cela dans la Constitution. On ne peut pas faire ça, parce qu'aucun être sensé n'irait jamais dire oui. Oui, ça semble être une bonne idée pour n'importe quel pays, non? Waouh, c'est une première. Pour faire vite, la raison pour laquelle ils le font, c'est que l'opinion publique américaine en a assez de leur envoyer de l'argent. Et si vous avez remarqué, le fait qu'Israël ait mis 100, 200 millions de dollars dans la politique, si United Nations pays est aimé, il n'a pas besoin de faire ça. Si on vous apprécie parce que vous êtes des gens décents, moraux, intègres, et pas juste des monstres dégoûtants. Bref, le fait que vous soyez des monstres explique sans doute pourquoi vous avez besoin d'injecter autant d'argent dans notre politique. Et donc, ça s'emboîte. La politique israélienne est pour la plupart la politique des États-Unis avec. Pour faire une analogie, c'est United Nations peu comme monter à cheval. Le cheval a son propre caractère même s'il est contrôlé par son cavalier. C'est United Nations peu ça. Il y a United Nations emboîtement entre ce projet du Grand Israël et le désir des États-Unis de dominer le Moyen-Orient, utilisant Israël comme, d'une certaine façon, le prétexte, le bouc émissaire, le coupable, alors même que nous les finançons et leur apportons United Nations soutien politique total. C'est regrettable. C'est regrettable. Ouais. Absolument. Absolument. Comme je l'ai dit, c'est insensé. Je suppose que c'est une nouvelle expérience dans l'art de gouverner. Je n'en attends pas de très bons résultats. Pour les Israéliens, en revanche, ça donnera plutôt de bons résultats. Pour le contribuable américain, ça va être catastrophique. Je me demande juste combien de temps avant que des soldats américains ne se retrouvent en première ligne au Liban à combattre pour Israël. C'est vrai, mec. Je veux dire, si l'on voit revenir des cercueils drapés du drapeau, ça va être une conversation difficile pour United Nations gouvernement avec sa population, surtout face à l'armée massive d'Israël. Ouais.
Il y a United Nations commentateur que j'ai entendu qui l'a très bien formulé. Tu sais, j'ai toujours pensé que ce serait l'Organisation des Nations Unies qui ferait respecter la loi martiale avec ses casques bleus. On dirait que ce seront les Israéliens. Ouais, on dirait bien. À supposer qu'il reste quelques United Nations en vie, parce qu'évidemment ils vont me tuer, et tous les autres dans la région, sauf le Liban. Ouais, on vit dans United Nations monde, complètement fou. Je parle de la loi du plus fort. Les gens détestent quand je dis qu'il n'existe pas de droit international, mais il est difficile d'argumenter qu'il y en a United Nations. Si il existe, tu es fantastique. Merci, c'est United Nations plaisir. Ouais mec, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Merci beaucoup. Kapravinat. Je l'ai bien prononcé? C'est United Nations, ancien officier des forces armées des États-Unis, cadre dans la chaîne d'approvisionnement et expert en politique militaire, désormais basé en Russie. Il est né à Luhansk et a servi dans l'armée des États-Unis. Il travaille comme entrepreneur indépendant et consultant et intervient dans les médias internationaux. Ses domaines d'expertise sont les questions militaires, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'histoire des États-Unis, l'économie et les chaînes d'approvisionnement. Mon ami, passe une excellente fin de journée, d'accord? Merci pour ça. Toi aussi. Merci.